Here's a tip for you. There's a podcast out there with fans waiting to be your next customer. They tune in every week, they trust the host, and that host wants to talk about brands like yours in their own words to their audience. The problem is, you just haven't been introduced yet. We're Acast, where that introduction happens. As the world's largest podcast marketplace, we let you browse shows, see who's listening, and book host-read sponsorships or run your own ads all from one platform. Transparent pricing, real-time data, complete control. Start advertising on podcasts by visiting acast.com/advertise. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur des finales du championnat de France élite. D'un côté, une démonstration de force. Marseille a frappé un grand coup face à Strasbourg dans une finale qui n'a malheureusement pas tenu toutes ses promesses en termes de suspense. Comment expliquer un tel écart alors que les Alsaciens avaient montré un tout autre visage en début de saison ? On décrypte la dynamique implacable du cercle. De l'autre, un combat beaucoup plus serré pour la 3e place. Aix-en-Provence prend l'avantage face à Nice, mais rien n'est joué. Entre jeunesse prometteuse et gestion tactique, le match retour s'annonce sous haute pression. Enfin, nous ferons le tour des résultats dans les catégories jeunes et N1 pour vous donner une vision complète de cette fin de saison. Installez-vous confortablement, c'est parti pour le débrief complet de cette semaine de Waterpolo. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! On se retrouve pour un nouvel épisode consacré aux finales, petites et grandes finales du championnat de France élite. Et pour attaquer, on commence par la finale. Strasbourg qui recevait Marseille et on s'attendait quand même à quelque chose de plus serré. Hein. C'est la finale et puis en fait Marseille s'est plus que largement imposé à l'extérieur, à Strasbourg, 20-7, il n'y a pas eu de match, tout simplement, puisque dès la première période, Marseille menait 8-1 et ensuite, ils n'avaient qu'à dérouler tranquillement le score. Oui Christophe, écoute, tu as assez bien résumé la situation. Alors si on fait un petit retour en arrière, au mois de novembre, le 1er novembre plus exactement, Marseille avait reçu Strasbourg au Catalan et s'en était tiré d'extrême justesse sur un match qui s'était terminé favorablement pour eux à 18-17, mais où Strasbourg avait plus que rivalisé et on se disait que peut-être Marseille avait trouvé là un challenger. Alors c'était ce fameux mois de novembre où mois cataclysmique pour Marseille puisque cette victoire d'un seul but contre Strasbourg allait être le prélude ensuite à une défaite contre Sabadell à la maison le 12 et puis le 19 le cercle perdait à Hanovre. Donc ce mois de novembre était un mois assez cauchemardesque pour Marseille. Donc Marseille était bon à prendre à ce moment-là. Et puis là, depuis cette espèce de reversement en Eurocup et ce succès notamment contre Radniki et sans parler de la finale contre Split, Marseille, j'allais dire, est redevenu Marseille. Et quand Marseille joue à ce niveau-là, joue à un niveau européen, malheureusement, en France, il n'y a personne pour suivre. Et donc, pas même Strasbourg qui n'a quand même pas fait illusion parce que j'ai même eu de la peine pour eux parce que quand tu joues à la maison une finale devant ton public et que t'es mené 8-1, fin de première, 11-1 au milieu de deuxième, écoute, c'est très problématique. Très problématique. Ce qui va les sauver un petit peu, c'est que c'est une formule, comme on l'a dit cette fois-ci, le play-off. Donc, que tu perdes d'un but ou de 15 buts, c'est la même chose. Donc, c'est pas une formule coupe où le goal average ne compte pas. Mais de mémoire, j'ai pas, au moins sur les 15 dernières années, j'ai pas vu une équipe qui s'inclinait de 13 buts comme ça sur une finale allée de championnat.
Et même, à mon avis, sur 15 ans, je suis assez large. Donc, écoute, une fessée, très très grosse fessée dans les grandes largeurs pour Strasbourg qui n'a pas existé du tout. Ouais, ça va être difficile de renverser la situation à Marseille. Effectivement, tu l'as bien souligné, donc il y avait ce mois cauchemardesque, tu as donné toutes les dates, et effectivement, Strasbourg avait rivalisé, et où Marseille, même, je pourrais dire comme ça, s'était sauvé de justesse, je crois, un but de Thomas Vernou, si je me souviens bien, dans les derniers instants, qui avait sauvé le match. Et puis là, on a bien vu l'inversion de dynamique du côté du cercle, puisqu'ils avaient fini de la plus belle des manières en remportant l'Eurocup et en faisant des belles prestations contre notamment Radnicki en demi et Jadran Split en finale. Voilà, dans cette dynamique-là, privée, on va dire, ou en tout cas, oui, privée, je vais dire comme ça, puisqu'on en a déjà dit plusieurs fois, donc Marseille qui doit limiter son nombre d'étrangers, donc Gadamassi et Tesanovic qui ne faisait pas partie de l'effectif, donc remplacé par notamment Arshak Ovanisyan et Victor Tavel. Et puis de l'autre côté, Strasbourg était privé de Aubin de Nux, mais l'écart est quand même plus que surprenant. Et comme tu l'as dit aussi, peut-être sur les 15 dernières années, on n'avait pas vu autant d'écart. Donc ça illustre un petit peu on va dire ce qu'on a évoqué plusieurs fois, même si les clubs essayent quand même de bien travailler, mais qu'il y a quand même un écart assez abyssal du coup entre Marseille et qui joue la Coupe d'Europe, et puis les autres clubs, quoi, tout simplement. Alors, il y avait déjà eu un petit signe avant-coureur, hein, parce que donc sur le match retour déjà en championnat à Strasbourg, on avait évoqué que, vu la défaite d'un but à l'aller, si Strasbourg venait à l'emporter 2 buts chez eux, ils auraient fini premier de la phase régulière. Donc, ce qui était quand même pas anodin. Et Marseille s'était déjà imposé 14-8 là-bas, dans un match où ils avaient mené assez rapidement 10-3. Voilà, en fait, le championnat ne dépend que d'eux, hein. Quand ils décident de mettre le curseur très haut, le problème, c'est qu'il y a personne pour suivre, parce qu'il y a un écart. Alors, il y a un écart de budget, il y a un écart de qualité de joueurs, il y a un écart d'expérience, il y a un écart de talent. Certainement aussi peut-être un écart de travail, mais en tout cas, voilà, on le savait, hein, la construction petit à petit de cet effectif marseillais. Tu gagnes pas 2 Coupes d'Europe comme ça en 7 ans, plus une présence au Final Four de l'Euroleague, de la Champions League, pardon, par le biais du hasard. Donc Marseille a construit une armada avec les meilleurs joueurs français, parce que les meilleurs joueurs français sont à Marseille, hein, sans conteste. Peut-être, je vais pas mettre Hugo Fontani dans le lot, mais c'est le seul, à mon sens, qui pourrait jouer dans cette équipe-là sans avoir à en rougir. Mais le reste, évidemment, quand t'as les meilleurs Français, que t'as 5 étrangers de qualité, Frédéric Odo nous le disait, hein, t'as une qualité d'étranger quand même qui est là, hein, t'as un champion olympique comme Drazovic, t'as un champion du monde Laroumbé, t'as un champion d'Europe Nagy, Kalogeropoulos, c'est pas mal aussi. Donc t'as une vraie équipe, et puis on a senti comme une force qui se dégageait. Mike Bodegas nous avait parlé du triplé. Il est évident que dans le triplé, ils avaient déjà gagné la Coupe Pierre Garçot, mais dans le triplé, la conquête du titre européen était le plus dur des trois choses à remporter dans ce triptyque-là. Et le championnat, on va pas se mentir, mais on sait tous que Marseille a beaucoup d'avance quand même sur la concurrence. Et écoute, l'écart était un petit peu la seule inconnue de ce match-là. Je voyais Marseille s'imposer, mais le déroulé du match quand même fait peine, parce que 11-1. Alors tu vois, on évoquait les autres championnats où Barceloneta a gagné les 22 derniers championnats d'Espagne, sans exception, mais ne gagne pas 20-7 non plus comme ça contre Sabadell ou les autres équipes. Olympiakos a longtemps et domine largement le championnat grec, mais même s'ils sont pas hyper accrochés par Vouliarménie, il y a quand même match, et ça se termine à 4-5 buts. Recco ne met pas 20-7 non plus à Brescia ou à Savone. C'est des matchs qui tournent à 4-5 buts. Et là, c'est vrai que sur ce match-là, je pense qu'il y a une remise de pendule à l'heure, comme c'est le faire le cercle de temps en temps. Et écoute, Strasbourg est arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit, et a subi la loi implacable d'un club qui est meilleur, quoi. Alors, en regardant un petit peu, en fait, on avait déjà eu presque le même score, en fait, en finale. Bon, c'était à Aix-en-Provence, mais sur le trophée Pierre Garçot, puisque Marseille s'était imposé 21-7 à l'époque, avec Tesanovic dans les buts, notamment, avec aussi
Pierre-Frédéric Van Peperstraat qui était dans l'effectif, et puis là, avec des joueurs un petit peu différents, même résultat au final, hein, puisque c'était, bon, il y a eu le match de championnat que tu as évoqué tout à l'heure, mais dans la finale du trophée, on avait quasiment le même score. Il y avait que 5-3 à la fin de la première période, 11-4 à la mi-temps à ce moment-là. Là, on est presque un peu sur la même chose au final, hein, donc, Disons que comme Marseille est habitué quand même à faire plus ou moins le temps joue en leur faveur parce qu'ils ont plus de rotation, donc ils peuvent se permettre d'afficher un rythme de jeu, de transition, de vitesse supérieur. Donc le temps joue en leur faveur parce qu'on sait que les équipes qui les affrontent vont au fur et à mesure baisser un peu alors qu'eux, ils ne baissent pas. Donc effectivement, les scores se font souvent dans les troisième et quatrième périodes. Mais là, quand tu commences d'entrée de jeu par un 8-1 et que tu sais que le temps va pas jouer en ta faveur, j'ai eu peur pour eux parce que finalement 27 après un 8-1, tu finis par un 12-6 en 3 périodes. Et j'ai cru à un moment donné qu'on allait finir à 25-5 et qu'aurait été encore plus délicat pour les Alsaciens. Je ne vois quand même pas Strasbourg aller s'imposer aux Catalans sur le deuxième match. La hiérarchie est à peu près respectée, hein. Strasbourg a fini en dehors de ses 2 défaites contre Marseille, a battu tout le monde, donc n'a jamais laissé traîner de points en route. Donc Strasbourg est logiquement à sa place de deuxième. On verra après un petit peu le ex. Le polo, c'est un sport assez exact quand même et assez hiérarchisé. Donc les surprises, il y en a pas souvent, pas beaucoup. Et encore moins sur une longueur de championnat. Donc tu peux faire un coup de temps en temps comme ça. Mais sur une longueur de championnat, c'est quand même compliqué de renverser la tendance. Et puis là, écoute, ça a pas échappé à la règle. Voilà. Alors oui, Miloš a en plus ce luxe-là de pouvoir se passer de Tesanovic dans la cage. Il a cette option de mettre un gardien français et 5 étrangers dans le jeu, ou un gardien étranger et que 4 étrangers dans le jeu. Donc il a cette chance aussi d'avoir Arshak, qui a fait un très bon match aussi, hein. Donc il a cette chance-là de pouvoir avoir une multitude de solutions à sa disposition. Et puis, écoute, tout le monde a participé un petit peu à la fête, hein, au scoring. Il y a quasiment tout le monde, à part Mike et Romain Marion. Pas grand-chose. L'ampleur du score fait un petit peu tâche, mais voilà, c'est la dure réalité du très, très haut niveau. Strasbourg n'a pas à rougir de sa saison, mais la finale est problématique. Oui, on peut quand même détailler peut-être donc les buteurs. On a Marc Laroumbe, 1 but, Hugo Crouzilla, 2 buts, Vladan Spajic, 2 buts, Adam Nagy, 4 buts, Thomas Vernou, 3 buts, Radomir Drazovic, 2 buts, Alexandre Bouet, 3 buts, Andrea Denardi, 1 but, et Stathis Kalogiropoulos, 2 buts. Ça, c'est le côté marseillais. Et côté strasbourgeois, donc quand même de 7 buteurs différents, mais tous à 1 but. On a des jeunes donc comme Temi Schneider, 1 but, Adam Furman, 1 but, Steven Vitran, 1 but, Martin Gardasevic, 1 but, Ilian Humansif, 1 but, Sacha Misic, 1 but, et Drasen Kujasic, 1 but. Ouais, Christophe, le problème, c'est que l'écart, alors je veux pas jouer les Cassandres, hein, mais l'écart risque quand même, à mon sens, de s'amplifier. Parce que, alors même si je fais confiance aux dirigeants strasbourgeois ou à Olivier de recruter, j'allais dire malin, mais l'année prochaine, tu perds quand même tes 3 pointes. Alors, Misic, qui est quand même un super point d'ancrage, même si c'est quelqu'un qui nage pas et qui a des complications quand même sur le repli défensif, mais c'est quand même un taureau devant qui a un gros gabarit avec une vitesse d'exécution et qui t'oblige quand même à défendre systématiquement à l'intérieur. Tu perds Robin Denux qui n'était pas là aujourd'hui et qui est un joueur qui est sous-coté, pour moi, je l'avais déjà dit, qui fait ses saisons, mais joueur précieux qui assez dur au mal, qui fait pas de vagues, qui fait pas parler de lui, mais qui a une bonne deuxième pointe. Et tu perds Mathis Mas qui part, donc on l'a dit aussi, à Mataro. Tu perds aussi Martin Gardasevic qui est le 2e meilleur buteur du championnat quand même. Et après, tu vas te retrouver Drazen Kujasic, il doit avoir 37-38 ans, donc même si c'est un joueur assez fin et tout ça, il pourra continuer à jouer, mais ça va être quand même un petit peu compliqué. Et après, même si tu recrutes correctement, je pense quand même que l'écart, Marseille ne baissera pas, je les vois pas trop baisser, on verra ce qu'ils feront au mercato. On rappelle que Kalogiropoulos part au Panathinaikos et Vladan Spajic part aussi, lui, en Grèce à Vouliarménie. Donc on verra par qui ils seront remplacés.
Mais je crains un championnat encore plus à deux vitesses l'année prochaine, avec un écart encore plus supérieur, en tout cas, à ce qu'on a pu voir cette année. Il est à noter aussi sur ce match-là Strasbourg qui finit à 7 buts, hein, donc dans ce format maintenant de 32 minutes avec des attaques de 28 secondes. Donc, tu as des solutions d'attaque assez répétées. Et c'est vrai que prendre 7 buts, alors est-ce que c'est une défense, est-ce que c'est une performance défensive XXL du Cercle ou une attaque ratée de Strasbourg? Mais il est évident que ça devient compliqué maintenant de gagner un match en marquant 7 buts. Ça devient aussi compliqué d'en gagner un en prenant 20. Donc voilà, le différentiel est là. Il y a trop d'armes offensives du côté de Marseille pour pouvoir les contrer. Fontani fait ce qu'il peut, mais il peut pas non plus tout arrêter. Donc écoute, Marseille présent au rendez-vous et puis qui, à mon avis, voudra boucler l'affaire à la maison sur le retour et éviter une belle. Donc je vois pas du tout Strasbourg s'imposer à Marseille sur ce match 2. Oui, je pense aussi que Marseille, effectivement, sera couronné champion dès samedi prochain, donc à domicile, devant son public, pour son 43e titre, c'est ça? On enchaîne avec la petite finale, Nice qui accueillait Aix-en-Provence et Aix-en-Provence qui s'impose 12-10, mais ça n'a pas été la balade de santé qu'on aurait peut-être pu imaginer. Nice qui a joué son va-tout jusqu'à la fin, puisqu'il y avait 9-8 à la fin de la troisième période. Une dernière période qui tourne à l'avantage d'Aix-en-Provence qui remporte la période 3-2 et qui au final s'impose 12-10. Peut-être un petit suspense, contrairement au match précédent de Marseille-Strasbourg qui se finira probablement au deuxième match. Ben là, on n'est pas à l'abri d'avoir un troisième match en fin de semaine. Ouais, Christophe. Alors, même si pour le moment Nice n'arrive pas à battre Aix, c'est une équipe quand même, les Niçois, qui arrivent quand même à serrer les scores contre les Aixois. Donc, c'est une équipe, j'allais dire, qui leur correspond bien. Il y a des équipes comme ça qui ont un style de jeu qui te vont bien et d'autres qui te vont pas du tout. Nice s'est incliné 2 fois de 4 buts en championnat, donc 17-13 à Aix, et puis ils avaient perdu 15-11 chez eux à Jambouin en faisant un match, en ratant un peu leur match, je pense. Ils avaient offert trop de solutions aux Aixois, ils l'avaient payé. Aix a un jeu très rapide de contre-attaque, et donc il faut à tout prix essayer de couper ce jeu de transition pour ensuite jouer en attaque, en défense placée. Et puis là, moi, je voyais quand même un match serré à la maison. Les Niçois font une bonne saison. Les Niçois ont réussi quand même à se débarrasser de 7 pour avoir le droit donc de jouer cette médaille de bronze. Et puis écoute, ça a été un mano à mano très serré tout le long, hein, puisque les équipes, il n'y a jamais eu 3 buts d'écart, à part à 11-8 et à 12-9. Mais pour arriver jusque-là, ça a toujours été très serré, hein, 7-6, 7-7, 8-7, 8-8, etc., etc. Et Aix, alors je sais pas si c'est à l'expérience ou un petit peu, a réussi quand même à mettre un petit coup de collier au bon moment pour réussir à garder ce match-là. Mais tu vois, on en revient toujours à ce qu'on disait la dernière fois par rapport au play-off. Là, si tu avais réussi à arracher une petite victoire au pénalty, tu aurais pu mener la série 1-0. Et Nice a été quand même en possibilité de contrecarrer les plans aixois. Et je pense que les Aixois se satisferont grandement de ce succès à l'extérieur. Et au moins un match où il y a eu quand même du suspense cette fois-ci. Ouais, du coup, qui part favori pour l'accueil du match retour. Donc pareil, hein, ça se retrouvera le 27, il me semble, pour aller chercher donc cette troisième place. Aix-en-Provence, qui a pu s'appuyer notamment sur son japonais Daichi Ogara avec 2 buts et qui restera l'année prochaine au club du PAN. A pu également Mathias Bachelier, toujours précieux dans les victoires aixoises, mais pas que dans les victoires aixoises, mais en tout cas un joueur très important, donc 2 buts. Lucas Béteille, 1 but aussi, toujours précieux dans l'effectif aixois. Johan Scorletti aussi, qui ces derniers temps montre beaucoup le bout de son nez, donc il marque 2 buts. Matteo Lena aussi, toujours présent au scoring avec 3 buts. Le Turc Mehmet Utmaz, 1 but. Et enfin, l'Américain Jacob Cavano, 1 but. Ça, c'est côté aixois. Et côté niçois, on a un petit peu toujours aussi les mêmes. Manatea Mathieu avec 2 buts. Skander Boadi, 2 buts. Borna Sirovic, 3 buts. Patrick Tissaï, 1 but. Samuel Ballas, 2 buts pour conclure cette marque. La vraie bonne recrue pour Aix, c'est Matteo Lena, hein, qui
journée après journée, alors ne fait pas que scorer, mais score quand même pas mal. C'est un joueur très rapide en contre-attaque, qui a confiance en son shoot, et donc qui fait beaucoup de bien à Alexandre Collin, parce que il avait déjà mis 3 ou 4 buts au match retour de championnat dont j'avais parlé. Là, il récidive en marquant 3 buts. Et puis, cette équipe un petit peu jeune, hein, il y a beaucoup quand même de jeunes pousses. Hein, quand tu vois que Alexis Drahe fait figure peut-être un peu d'ancien là-dedans, c'est dire un petit peu la jeunesse de l'effectif. Mathias, je le dis journée après journée, Mathias Bachelier, qui est toujours là, toujours présent. Il fait partie de ce type de joueur précieux parce que même s'il devait ne pas t'apporter quelque chose au scoring, il apporte toujours quelque chose en match, sa vitesse, ses passes. Mais si en plus il se met à scorer, là ça devient un joueur complet. Donc non, une équipe bien équilibrée. Et puis de l'autre côté, écoute, je vais mettre l'accent quand même sur Borna Sirovic qui est un gros bébé, hein, une belle masse qui leur fait beaucoup de bien. Je pense que c'est la pointe qui manquait à Nice ces dernières années, parce que pour moi, je vais pas dire le point faible, mais il manquait cet ancrage quand même de qualité devant, et il fait un sacré boulot. Ouais, il se contente pas d'obtenir des exclusions. On sait que maintenant, je veux pas dire que les exclusions c'est facile à obtenir en pointe, mais je l'avais dit, hein, la bataille c'est pour la position. Une fois que tu arrives à avoir la position, l'exclusion, si tu es bien servi, l'exclusion vient avec. Mais c'est quelqu'un aussi qui score maintenant, donc au poteau en zone plus, comme souvent les pointes maintenant, ou même en pointe. Donc c'est un joueur qui est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds, hein, qui faisait pas trop parler de lui. Et puis là, je trouve quand même que cette année, il a progressé, et c'est un point d'ancrage très très utile pour la jeunesse niçoise. Et puis après, toujours les mêmes, hein, Balache quand met 2 pour son dernier match à Jean-Bouin. Hein, c'était la dernière fois qu'il joue à Jean-Bouin. Il part, on l'avait dit, à Douai. Donc écoute, ça nous laisse en tout cas augurer d'un match retour qui n'est pas joué d'avance. Donc c'est déjà intéressant. Aix reste favori parce que Aix est dur à prendre chez lui. Ils ont perdu cette année que Strasbourg et Marseille. Donc ballottage évidemment favorable pour Aix, qui voudra s'éviter un match pétrin le dimanche matin, parce que tu sais, quand tu vas gagner à l'extérieur comme ça, et puis sur le match retour tu perds chez toi, et que tu dois te faire un match le dimanche où tout d'un coup tu pensais que tu avais fait le plus dur en gagnant à l'extérieur, et puis tu crois que l'affaire va être faite au retour et que tu vas gagner 2-0, et tout d'un coup tu te braques un 3e match dont personne ne veut, et donc les Aixois vont vouloir éviter tout ça, ça à tout prix, et voilà, match intéressant où Nice aura vendu chèrement sa peau, même si la défaite est au bout. Et puis écoute, on avait dit qu'ils avaient perdu les 2 matchs de championnat de 4 buts, là ils le perdent de 2, donc Nice se rapproche petit à petit, et c'est à souligner et à saluer. Oui, on aura le résultat de ces 2 matchs samedi 27, que vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux. Si Nice veut s'en sortir, et si Nice veut espérer quelque chose, il va falloir quand même que les joueurs qui jouent au poste 3, donc Jean-Baptiste Carpentras, Bogdan Kutovic, il faut absolument que les postes 3 dans une équipe marquent un peu des buts de temps en temps. Tu vas pas pouvoir compter sur un Balache qui doit marquer 6 ou 7 buts. Malatea, il marque, Skanderbouadi, il marque, donc ces deux-là font le job. Je sais qu'il n'y a pas que les buts au water-polo, je sais bien, mais il faut qu'à un moment donné, c'est devenu des joueurs normalement cadres, hein, Kutovic, Carpentras. Il faut absolument, Carpentras est jamais présent au scoring, donc il faut absolument qu'au bout d'un moment, c'est un joueur qui a été international. Tu peux pas rester muet comme ça éternellement, et il faut participer aux actions offensives, et Kutovic aussi. Donc le scoring de Nice tu dois avoir plus de joueurs dangereux, et c'est pas le cas, et c'est ce qui à mon avis fait défaut. Tu vois, tu me parles du petit Scorletti qui met 2 buts. Il nous faudrait quand même comme ça un joueur à Nice surprenant qui te mette 2 buts, un but par-ci par-là. Et que la menace soit un peu plus partagée et moins identifiée qu'elle ne l'est, parce qu'en fait, quand tu joues contre Nice maintenant, tu sais à peu près qui tu dois bloquer, et si tu arrives à bloquer les joueurs en question, la victoire est au bout. Donc, il y a des joueurs qui doivent prendre, à mon avis, un peu plus de risques. Résultat de cette petite finale et finale samedi 27. Dans le suspense, on devrait effectivement plutôt suivre Aix qui recevra Nice plutôt que Marseille qui recevra Strasbourg, compte tenu de l'avantage psychologique des Marseillais sur ce match retour, parce que même si tout est faisable, puisqu'il y a 3 matchs en tout, potentiellement si Strasbourg venait à prendre le match, prend quand même un sacré coup sur la tête.
Côté Dex, ça reste possible, tu l'as dit. À suivre. On y reviendra la semaine prochaine. Ouais, Christophe, on peut faire un panorama un petit peu de la saison, même si elle n'est pas terminée, puisque le titre de champion de France reste à attribuer, mais on peut faire un petit peu un bilan de cette saison. Donc, chez les garçons en U14, Marseille s'est imposé devant Strasbourg et Monaco. Donc, Marseille qui renoue avec un titre chez les jeunes qui leur échappait quand même depuis un petit moment. Donc, Marseille, Strasbourg, Monaco. En U16, les mêmes 3 équipes, mais dans un ordre différent. Monaco est champion devant Strasbourg et Marseille. Chez les U18, victoire à nouveau de Monaco devant Marseille et cette fois-ci Tourcoing qui se glisse à la 3e place. On a vu qu'en N2, Tourcoing avait été champion et accédera à la N1 accompagné de Granville qui a décroché son billet, on en avait parlé, contre le Racing Club de France. Et enfin, le champion de France de N1 cette année est Monaco. Donc l'année dernière, Monaco avait fait un triplé assez historique, U14, U16, U18. Cette année, ils font à nouveau un triplé, mais qui n'est pas tout à fait le même, puisqu'ils font U16, U18, N1. À l'heure où on parle, on ne sait toujours pas si le club prendra la place en élite. Les échos que j'ai eus par rapport à Livry-Gargan, une éventuelle possibilité de Livry-Gargan de prendre la place si Monaco ne la prenait pas, sont négatifs. Livry, visiblement, restera en N1. Donc voilà à peu près le panorama. On peut à peu près, sans trop se mouiller, dire que Marseille prendra l'élite, suivi de Strasbourg. Je pense qu'Aix fera le boulot et ça nous fera une saison complète, une saison 2025-2026 complète avec ces résultats-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la fin du championnat élite imminente et un petit focus rapide donc sur les autres catégories, refaire un petit récap là-dessus. Donc on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous, ciao. Quick question. When was the last time a display ad changed your mind? Now think about the last time a friend told you about something they loved. Different feeling, right? That's how podcast advertising works. A host who's built real trust with their audience talks about your brand in their own words, in their own voice. It doesn't interrupt the experience. It's part of it. With Acast, you can access the world's largest podcast marketplace. Choose the right shows, the right audiences, the right format. Then watch the data tell you it worked. You're not buying impressions. You're buying influence. Learn more by visiting acast.com/advertise. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.